Ni hao. Coucou mes petites dumplings, comment ça va? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez profité du printemps qui se pointe et qui vous arrose d'une lumière fort précieuse en vitamine D. Bien évidemment, je me questionne sur ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous écoutez cet épisode à bord de votre voiture, en famille ou solo. Peut-être que vous faites du tri dans vos armoires ou que vous lancez une machine de fringues. Peut-être enfin que vous êtes juste calé dans votre canapé en vous disant qu'aujourd'hui ce serait pas mal de bouquiner un peu, non? Pour ma part, nous sommes le samedi 5 avril. Je suis attablée dans le salon de notre appartement pékinois et le soleil est en train de se coucher tranquillement sur les immeubles que j'aperçois depuis la fenêtre. Hier, vendredi, c'était férié en Chine. C'est leur jour des morts, donc ils pensent aux défunts et ils s'occupent des sépultures, à ce que j'ai compris. On est donc sur un long week-end avec pas mal de chill. Bon, vous les attendez, les voici, 3 moments qui ont marqué la semaine qui vient de s'écouler. Le premier, c'est ça vole, le second, c'est ça pique et le dernier, c'est ça chauffe. Dimanche dernier, nous avons été à Chaoyang Park. C'est un grand parc qui se situe à l'est de la ville, dans les quartiers chics où vivent une bonne partie des expats et où on trouve des ambassades de tout ordre. Et nous ne sommes pas allés au parc pour flâner, tels de simples badauds, non. Nous avions un objectif bien précis en tête. Et cet objectif, c'était cerf-voler. Enfin, faire du cerf-volant. Enfin, faire voler notre cerf-volant, bref, choisissez le terme qui vous sied le mieux. Nos copaines Lorraine et François avaient repéré un spot où, effectivement, ça grouillait de cerfs-voleurs et donc nous nous en sommes donnés à cœur joie. Il faut dire que le cerf-volant me paraît une activité rêvée pour une personne comme moi qui réunit 2 traits caractéristiques principaux. Le premier, je suis une grande froussarde quand il s'agit de sensations fortes. Sport de glisse, aviation, escalade, tout cela est hélas peu accessible pour ma personne. Et deuxième point, j'ai une bonne imagination, du coup je me projette facilement dans tout ce que j'observe, peut-être pour compenser le premier point, n'est-ce pas? Bref, tout ça pour essayer d'expliquer que quand je contrôle un cerf-volant et que je le regarde évoluer dans les airs, j'ai un peu l'impression que c'est moi qui vole et c'est une sensation grisante et tout à fait délicieuse. Bon, les cerfs-volants sont très prisés en Chine et depuis notre arrivée, au fil de nos promenades, on en a vu voler beaucoup, notamment sur le bord de la rivière Liangma, chemin que j'emprunte régulièrement pour aller rendre visite à mon amie Sophie. Il y a toujours 1 ou 2 gars d'un certain âge qui font voler des cerfs-volants. Et on n'est pas sur des cerfs-volants de bébés. Les gars, ils ont 60 ans, la clope au bec, l'air hyper concentré. Ils empoignent un enrouleur de câbles qui tourne à toute vitesse et c'est pas une frêle ficelle qu'ils envoient en l'air, mais bien un cordon de 700 mètres qui propulse le cerf-volant bien au-dessus des buildings. Et les buildings à Chaoyang, on est plutôt sur des modèles de plus de 30 étages. Voilà. Revenons au parc. On arrive dans un endroit où il n'y a pas trop d'arbres et il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont lancé leur ligne. Des cerfs-volants, il y en a de toutes les tailles et de toutes les formes. On a vu des papillons, des libellules, des phénix, des avions de chasse, des pastèques, des pizzas, des poulpes, des sandwichs, des poissons, des héros de dessins animés comme la Reine des Neiges, des têtes de chiens et des hirondelles par paires qui vibrent frénétiquement dans le vent. Il y en a certains, quand tu les vois au loin, on dirait de tout petits points. Et puis ils se rapprochent et au moment de leur atterrissage, tu te rends compte qu'ils sont plus grands qu'un homme debout. Et c'est assez impressionnant. Bon, il y avait tellement de monde à cet endroit que c'était un défi de ne pas emmêler ton fil de cerf-volant avec ceux des autres. Et de nombreuses fois, on a essuyé des chutes précipitées. Moi, j'avoue qu'au début, j'étais très nerveuse à l'idée d'emberlificoter ma pelote avec un Chinois inconnu. Mais bon, eux, ça avait pas l'air de trop les stresser. Voilà, ils étaient chill, donc j'ai essayé de les imiter dans leur tranquillité.
Bon, alors comme d'habitude, plusieurs personnes sympathiques sont venues nous assister en nous voyant galérer. Il y a même un vieux monsieur qui a diagnostiqué à mon cerf-volant un déséquilibre dans son armature qui le condamnait à mordre la poussière de manière répétée. Ce monsieur-là semblait très calé en cerf-volant, c'était passion cerf-volant. Il avait un gros gouvernail de cerf-volant à l'ancienne pour le manier, genre en bois et en métal, et il fabriquait lui-même ses cerfs-volants avec, attention, des sacs plastiques, comme il a pu nous les montrer. Bel exemple d'upcycling dans une ville où, lorsque je montre à la caissière que je n'ai pas besoin de sac plastique parce que j'ai déjà le mien, elle me regarde longuement sans comprendre pourquoi diable je ne veux pas ajouter un nouveau sac plastique à ma collection. Bref. Bon, c'était un excellent après-midi et je tiens à adresser une pensée émue pour le gigantesque cerf-volant de Lorraine et de François, dont c'était la première sortie, et qui a fini par s'échouer mollement dans les arbres après que sa ficelle a cassé. Heureusement, un monsieur armé d'une perche gigantesque était là pour décrocher les cerfs-volants égarés. Un sauveur, mais aussi un gros bourrin, car il déchirait copieusement les toiles de cerfs-volants qu'il ramenait à terre. Continuons, si vous le voulez bien, avec notre deuxième mot-clé qui était « ça pique ». La semaine dernière, une copine m'a présenté une fille francophone qui étudie la médecine chinoise depuis maintenant 7 ans. Bon, on s'est super bien entendu, elle m'a donc proposé de passer la voir à l'hôpital où elle bosse. Oui, parce qu'ici, la médecine chinoise a un service à l'hôpital au même titre que la gynéco, la traumato ou l'ORL. Si j'ai bien compris, c'est un peu comme des médecins généralistes, mais ils vont utiliser les outils de la médecine chinoise traditionnelle pour traiter leurs patients. Et notamment l'acupuncture, qui est donc la stimulation de certains points par des aiguilles pour envoyer des informations nerveuses au corps. Un truc comme ça, si j'ai bien compris. Bon, donc moi, étant en études de santé, je me dis, c'est intéressant d'y aller, voilà, en savoir un peu plus sur le fonctionnement de l'hôpital, voilà, et je débarque, et ce que j'avais pas compris, c'est qu'en fait, on était parti pour une séance. Donc, je m'assois, petite anamnèse pour sonder ce qui va ou va moins bien. Et là, bon, elle me demande de m'allonger et au calme, elle commence à me planter 1, puis 2, puis 4, puis 5 aiguilles autour du nombril. Et ça, j'ai pas du tout, mais pas du tout apprécié. Déjà, parce que je m'y attendais pas et j'ai pas vraiment l'impression d'avoir donné mon consentement sur le fait d'être transpercée, voilà. Donc j'étais en perte de contrôle totale. Et c'était pas vraiment douloureux, mais ça fait vraiment une impression étrange. Donc tu sens qu'on t'enfonce un truc fin et froid à travers la peau, ça c'est voilà. Et puis moi j'avais une image mentale étrange qui est apparue dans mon cerveau. C'est comme si j'avais une toile d'araignée lumineuse très grande qui s'était activée dans tout mon ventre. En fait, toutes mes entrailles étaient en alerte en disant « Oh, secours !» Et mon cerveau me répétait « Il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête !» Donc vous l'avez compris, j'étais en début de crise d'anxiété, Je sentais ma respiration qui partait en hyperventilation et mes mains étaient tellement moites que j'avais des gouttes de sueur qui me roulaient le long des poignets. Et c'est là qu'elle me dit « Bah voilà, on va les laisser poser comme ça environ 20 minutes. » Bon, elle a lu dans mes yeux la panique. En fait, c'était pas difficile à percevoir parce que je me suis carrément mise à chialer, voilà. Donc, elle m'a retiré les aiguilles et soit dit en passant, il paraît que c'était très bien que je pleure car ça a débloqué une énergie bloquée ou un truc comme ça. Bon, pas d'aiguille, pas de problème, changement de plan. Elle a attrapé de petites boulettes d'armoise, qui est une plante médicinale, et elle a délicatement posé ces boulettes sur des points de mon ventre avant de les brûler au briquet, voilà. Et quand je sentais que ça me cramait, elle me les retirait à la pince à épiler. Bon, ça sentait un peu le cochon grillé parce que ça me brûlait les poils du nombril. Et 3 jours après, on dirait qu'un mari maltraitant m'a écrasé des cigarettes sur le ventre. Voilà. Cela dit, je fais un peu ma drama queen pour le show, mais la séance est finalement assez bien terminée. J'en suis sortie plutôt détendue et contre toute attente, je suis assez curieuse d'y retourner. Donc s'il y a des auditrices qui ont des avis ou des retours à me faire sur de l'acupuncture, je suis
preneuse de vous écouter pour décider si j'y retourne, peut-être au péril de ma vie. Terminons cet épisode, si vous le voulez bien, sur ce que j'ai vécu ce matin, à savoir un atelier sur la fresque du climat, d'où notre dernier mot, ça chauffe. Alors, la fresque du climat, c'est quoi ? C'est un atelier où des animateurs vont guider les participants pour essayer de mieux comprendre les relations de cause à effet dans le changement climatique. En fait, comment ça marche le changement climatique ? Ça prend une forme plutôt ludique. En fait, il y a des cartes thématiques, par exemple industrie, transport, concentration de CO2 dans l'atmosphère, cyclone, cycle de l'eau ou encore famine. Et on essaie progressivement, en réfléchissant ensemble grâce à l'intelligence collective, de disposer du coup ces cartes en rapport les unes avec les autres pour finalement créer un grand schéma, une sorte de grande carte mentale, puis s'ensuit un long moment où on va parler de nos ressentis, est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on est triste, etc. Et où on essaie finalement d'explorer des pistes d'action concrètes pour participer à l'amélioration des choses et à essayer de limiter l'émission carbone, quoi. Bon, vous vous imaginez bien que c'était dissonance cognitive maximum parce que concrètement, on était entre expats qui très certainement prennent l'avion plusieurs fois par an pour rendre visite à leur famille, mais aussi partir en vacances ou travailler, voilà. Donc, dans une slide, on nous dit l'objectif pour rester en dessous de 2 degrés d'augmentation de température planétaire, c'est de ne pas dépasser 2 tonnes de CO2 d'émissions par an et par personne. Et un aller Paris-Pékin, t'as déjà explosé tes 2 tonnes de CO2, donc voilà, je sais pas, tu restes en l'air, suspendu, t'attends l'an prochain, quoi, pour continuer, je sais pas trop ce que tu fais. Donc c'était pas facile de gérer ça mentalement. Et par ailleurs, au moment de réfléchir aux actions concrètes à mettre en place à l'échelle de la ville de Pékin pour réduire l'émission de carbone par les transports, je me sentais un peu démunie, hein, je vous avoue, j'avais pas trop d'idées de qui contacter. Moi, si vous connaissez des gens, n'hésitez pas surtout. Voilà, cela dit, si vous avez l'occasion d'aller rencontrer des fresqueurs ou des fresqueuses et de vous-même participer à des ateliers de fresques du climat, je vous le recommande chaudement parce que on apprend quand même beaucoup de choses, et si ça se passe dans un territoire que vous connaissez, avec des gens que vous connaissez, ça peut, je pense, mener à des actions un peu plus concrètes que ce que j'ai vécu ce matin, qui était quand même un chouette moment, il faut le dire. Voilà, j'espère que vous continuerez cette journée en étant chaud comme le climat. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. 再见，再见。再见，再见，再见，再见. J'arrive toujours pas à faire l'accent, putain, c'est 2 accents qui... 再见, un truc comme ça. Mais what?